Alors, le dioptre, c'est quoi? Je vous rappelle que par définition, c'est l'interface, c'est la surface de séparation entre les deux milieux transparents. Donc, vous avez un milieu transparent d'indice de réfraction n, un milieu d'indice de réfraction n'. Bon, je vous rappelle que dans certains livres, on prend les notations n1 et n2. Vous avez un rayon qui arrive sur le dioptre. Arrivé, c'est donc un rayon incident. Il arrive au point d'incidence I. On trace la normale en ce point d'incidence. On définit comme ça un angle d'incidence I. Et à partir de là, je vous rappelle qu'il y a toujours un rayon réfléchi. Je le dessine en pointillé, mais j'en ai déjà parlé, on s'en fiche. Il est toujours là. Ce n'est pas parce qu'il y a un rayon réfracté, ce n'est pas parce qu'il y a un rayon qui traverse le dioptre qu'il n'y a pas de rayon réfléchi. On va voir que des fois, il n'y a pas de rayon réfracté, mais il y a toujours un rayon réfléchi. Alors, de plus, en fonction de l'angle d'incidence, on peut montrer que l'énergie lumineuse ne se distribue pas toujours de la même façon entre le rayon réfracté et le rayon réfléchi. Mais ça, c'est un détail, j'en suis pas encore là. Alors, s'il y a réfraction, réfraction, ça vient de fracture, rupture. Le rayon qui semblait droit change de direction. Donc, vous faites de telle sorte, faites sur votre feuille de façon à apparaître ce changement de direction. Le nouvel angle que fait le rayon avec la normale s'appelle l'angle de réfraction. En général, on le note petit r. Et bien sûr, il s'agit ici du rayon réfracté. Voilà. Alors, on peut indiquer les lois de Descartes pour la réfraction en 3 points. Donc, loi de Descartes, c'était peut-être le titre. J'ai écrit loi de la réfraction. Donc, c'est la loi de Snell-Descartes aussi. Vous pouvez le mettre, j'ai mis un titre, loi de la réfraction. Je ne sais pas si je l'ai mis à côté. C'est dans les livres, on appelle ça la loi de Snell-Descartes. Voilà. En fait, partout dans le monde, on appelle ça la loi de Snell, qui était anglais, et qu'il a découverte avant Descartes, quelques années avant Descartes. Lui, il l'a écrite simplement d'une façon un petit peu différente, en utilisant des sinus. C'est ce qu'on utilise maintenant. Alors en exercice, vous verrez d'ailleurs, je vous propose un exercice corrigé dans lequel j'explique exactement ce que c'était la loi de Snell, et je vous montre que c'est équivalent à la loi de Descartes. Donc, j'en étais à expliciter ces lois. Donc, première loi, le rayon réfracté, c'est comme le rayon réfléchi, il appartient au plan d'incidence que j'ai déjà défini la dernière fois. Donc, le rayon réfracté appartient au plan d'incidence. Et vous savez, je ne le recopie pas, que le plan d'incidence, il est défini par, de droite, la normale et le rayon incident. Bon, bien sûr, ça définit réellement un plan que si ces deux droites sont différentes. C'est-à-dire que si vous avez un rayon qui arrive selon la normale, il n'y a plus de plan d'incidence, il n'est pas défini. Deuxièmement, on a donc la fameuse loi que vous connaissez depuis un certain temps, donc avec ces notations-là, n fois sinus i est égal à n' fois sinus r. Bon, encore une fois, il y a à peu près autant de livres qui l'écrivent comme ça que de livres qui l'écrivent n1 sinus i1 égale n2 sinus i2. Donc, il faut s'adapter à l'énoncé. Je pourrais proposer des énoncés où il y a marqué i1, i2, i3 au lieu de i et r. On s'adapte. Voilà, donc ça, sous cette forme-là, c'est ce qu'on appelle la loi des sinus, et c'est Descartes qui, semble-t-il, l'a écrite le premier sous cette forme-là. Alors, petits exemples dans le style de ce que vous avez fait au lycée. Donc je prends vraiment un exemple numérique. Si vous avez votre calculatrice, c'est pas mal de la sortir pour vérifier que vous vous rappelez comment on fait les conversions, comment on choisit les modes de sa calculatrice. Donc,
Voilà, le prototype d'exercice que vous avez dû faire un certain nombre de fois au lycée. Ah, donc on se rappelle juste, on vérifie tous qu'on sait placer sa calculatrice dans le bon mode. Je vous rappelle que typiquement il y a degrés, radians, voire grades sur vos calculatrices. Il faut se rappeler où c'est. Si vous avez une calculatrice collège, pour le devoir, il faudra aussi savoir le faire sur votre calculatrice collège. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on applique. Ici, la seule inconnue, c'est R. On l'isole. Donc, on peut faire d'abord l'expression littérale. On dit sinus R est égal à n sinus I sur n'. On fait son calcul et on trouve sinus R. Je ne sais même pas si je l'ai noté. Alors, moi, j'ai trouvé, si je ne me trompe pas de ligne, c'est 0,651. Voilà, vous me dites si ce n'est pas ça. Si vous ne trouvez franchement pas ça, bon, j'ai deux choses l'une. Hein. Le plus vraisemblable, c'est que moi, je suis trop distrait, je me suis trompé. Ou alors, vous êtes en radian, peut-être, sur votre calculatrice, alors que là, il faut être en degrés. Bon, il y en a d'autres qui trouvent ça. 0,651. Rassurez-moi. Oui. Bon, une fois qu'on en est là, eh bien, on doit chercher l'angle R en degrés, tel que son sinus vaut 0,651. Donc là, je vous rappelle que la fonction sur votre calculatrice correspondante, elle est souvent notée sinus moins 1, ça s'appelle l'arc sinus en mathématiques. Donc on écrit R égale arc sinus, c'est noté souvent sur les calculatrices sinus moins 1, fonction réciproque de la fonction sinus, donc arc sinus de 0,651. Et si vous êtes bien resté en degrés entre les deux, vous devez trouver à peu près 41 degrés. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus. Vous me direz si vous n'arrivez pas, vous regardez chez vous ce qui se passe sur votre calculatrice. Il ne faut pas découvrir le jour d'un examen que vous ne savez pas utiliser la calculatrice qu'on vous demande. Bon, juste une petite remarque sur les chiffres significatifs. En principe, ici, on a deux chiffres significatifs. Donc, on ne doit pas donner le résultat avec plus de deux chiffres significatifs. Bon, c'est un petit détail. Par contre, sur les calculs intermédiaires, vous pouvez essayer de garder plus de chiffres significatifs pour ne pas propager des erreurs d'arrondi. Voilà, donc ça, c'est le type d'application que vous avez faite 36 fois, je suppose, au lycée. Alors, une petite remarque. On est passé ici d'un indice relativement faible à un indice élevé. Et on remarque que l'angle d'incidence est plus grand que l'angle de réfraction. Donc, je le mets en remarque à la suite de cet exemple numérique. La règle générale, ça serait facile à montrer mathématiquement. Quand vous passez d'un faible indice de réfraction à un indice de réfraction plus fort, eh bien, le rayon se rapproche de la normale. C'est comme je l'ai fait ici. Hein. Si là, j'ai de l'air et ici, j'ai de l'eau, bien, vous voyez, l'angle d'incidence, il est plus grand que l'angle de réfraction. C'est comme ça que ça va se passer. Quand je passe d'un indice faible à un indice fort, le rayon, il se rapproche de la normale. Donc, si n' supérieur à n, alors R inférieur à I. Le rayon se rapproche de la normale. Bon, alors je vous dis ça pour éviter des erreurs. Ça permet de vérifier ce que vous faites. Se rapproche de la normale. Voilà. Bon, ça c'était l'exemple. Allez, je vais numéroter. Exemple petit 1. Vous m'arrêtez si vraiment vous ne voyez pas. Exemple petit 2. Si je prends un rayon qui arrive suivant la normale, c'est-à-dire si I est égal à 0. Question que je pose, sans calculatrice, que vaut R dans ce cas-là? Sinus moins 1 de n sur n'. Voilà, mais moi je voudrais une valeur numérique, on a I est égal à 0, et bien quel que soit n et n', alors faites-le lentement, parce que bon, c'est bien qu'il y ait plusieurs tentatives, mais j'ai entendu plusieurs réponses différentes. Voilà, on va trouver R égale 0. Alors pourquoi? J'applique la loi de Descartes, là, telle qu'elle est écrite ici.
n fois sinus de 0 est égal à n' fois sinus r. Or, sinus de 0, ça vous devez savoir, trigo de base, sinus de 0, ça fait 0. Donc, sinus r, c'est 0 divisé par n'. C'est-à-dire c'est 0. Sinus r est égal à 0. Là, pour que sinus r soit égal à 0, il faut que r soit égal à 0. Bon, modulo pi, hein, si vous aimez bien le style mathématique, mais enfin, ici, ça n'a pas tellement de sens. Donc, c'est r est égal à 0. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement? Ben, j'ai dit si I vaut 0, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Alors, bon, je fais ici un tout petit schéma. Voilà, vous avez votre dioptre ici, surface de séparation entre un milieu d'indice n et un milieu d'indice n'. Eh bien, dire que vous avez I est égal à 0, ça veut dire que l'angle entre le rayon incident et la normale vaut 0. Donc, en fait, le rayon incident, c'est la normale. Enfin, ça se propage dans la direction de la normale. Donc, voilà, il arrive comme ça, hein, le rayon incident, à 90 degrés. Trouvez que R vaut 0, ça veut dire que le rayon qui continue dans le milieu d'indice n', il continue aussi suivant la normale, donc il continue tout droit. Voilà. Hein? Donc là, c'est le dioptre. Le rayon continue tout droit. Alors, au passage, là, je viens de faire un dioptre qui a l'air plan encore. Qu'est-ce qui se passe quand le dioptre n'est pas vraiment plan? Je mets ça en remarque dans cet exemple numéro 2. Je prends par exemple une boule de verre Bon, l'indice du verre, ce n'est pas bien défini, ça dépend du verre lui-même. Hein. Il y a des indices de verre qui vont entre 1,4 et 1,9, à peu près. Hein. Bon, peu importe, c'est une boule de verre d'indice N. Voilà. Et puis, imaginez que vous avez un rayon qui arrive de l'air, qui traverse la boule et qui revient dans l'air. Alors, si je dessine le centre de la boule, je peux me débrouiller, par exemple, pour que le rayon arrive suivant un rayon, justement, de la sphère. Voilà, je vais me débrouiller pour que le rayon incident arrive dans la direction du centre que je viens de noter O, de cette boule en verre. Voilà, c'est ça le rayon incident. Donc, pensez au lien avec ce qu'on vient de faire avant. À votre avis, vous pouvez déjà y aller à l'intuition, hein, c'est toujours pas mal d'avoir une intuition. Qu'est-ce qui va se passer? Si le rayon traverse la boule, il traverse précisément comment? Alors, c'est bien si vous avez tout de suite une réponse, mais je voudrais que tout le monde puisse avoir le temps d'y réfléchir tranquillement. Il sera tangent, c'est-à-dire qu'il va repartir tangent à la boule? Tangente, pour moi, la tangente à la boule, c'est comme ça? Non, mais c'est pas. Il va pas partir comme ça. Alors, peut-être à l'intuition, oui. Voilà, donc c'est vrai, c'est dit de manière un peu compliquée, mais c'est tout à fait vrai. Voilà la tangente, perpendiculaire à la tangente. Ben alors, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il continue comment, pour le dire plus simplement? Il continue tout droit. Alors, maintenant, on va le mettre en équation, mais déjà, voilà l'intuition. Effectivement, ici, on a un premier point d'incidence que je vais appeler I. Et là, on va montrer qu'effectivement, le rayon, il continue tout droit. Bon, il arrive dans un milieu homogène, là, il n'y a pas de réfraction. Et il arrive à l'autre bout. On va avoir un point d'incidence qu'on va noter J. Et là, il ressort comment? Tout droit aussi. Pourquoi je fais du blanc? Voilà. Alors, vous pouvez me dire, vous pouvez trouver ça un petit peu bizarre, un petit peu gonflé de dire ça, parce qu'on n'a pas encore un dioptre plan. Bon, mais imaginez que vous grossissez énormément cette partie-là. Vous avez donc une sphère qui est très très grande comme ça. Localement, le rayon incident, qu'est-ce qu'il voit ici? Il voit quelque chose de quasiment rectiligne. Le rayon incident, je vous rappelle que par définition, un rayon, c'est infiniment fin. Donc j'ai le droit de grossir la figure autant de fois que je veux. Je la grossis à l'infini, j'obtiens bien quelque chose de plan. Quelle est la direction de ce plan? C'est par définition, c'est le plan tangent.
à la boule de verre. Donc, ici, si je veux savoir quel est le dioptre, ben, le dioptre, c'est la portion de sphère qui est là, mais sa direction localement, c'est la direction du plan tangent. Donc là, je vais dessiner en... Je voudrais prendre encore une autre couleur. Allez, je vais dessiner en violet la direction du plan tangent, la direction de la normale à ce plan tangent, que je vais encore appeler normale au dioptre. La voilà. Et je comprends comme ça. Donc ça, c'est en bleu. Ce que je viens de dessiner en bleu, c'est la normale. Je m'aperçois que le rayon incident se dirige suivant la normale. Donc je suis bien dans la situation où I est égal à 0. Au point I, au point d'incidence I, j'ai l'angle petit i qui est égal à 0. Donc, si on se rappelle ce qu'on vient de faire juste avant, si petit i est égal à 0, ça veut dire que petit r est égal à 0. Ça veut dire que le rayon, en sortant ici, continue suivant la normale. C'est bien ce que j'ai dessiné. Ici, continue suivant la normale. Bah, vous savez bien que pour une boule, pour une sphère, ou pour un cercle, les rayons sont perpendiculaires aux tangentes. Les rayons des boules sont perpendiculaires au plan tangent. Donc, ce rayon va bien passer par le centre de la boule et va arriver ici. Puis là, rebelote, au point J, on aura exactement la même chose. On aura un angle d'incidence qui vaudra 0, donc un angle de réfraction qui vaudra 0. Et donc, le rayon ressortira suivant la normale, c'est-à-dire suivant la direction initiale du rayon. Aucune déviation. Donc, de même en I, de même en J. Voilà. Et le rayon traverse la boule tout droit. Le rayon traverse tout droit. Oui. Alors, non, ça ne changerait pas si on avait un creux sphérique à l'intérieur de la boule, ça ne changerait rien. Ça compliquerait un peu le problème parce qu'il y aurait dans ce cas 4 réfractions. Mais effectivement, le rayon il continuerait tout droit s'il était déjà au départ bien dirigé dans la direction de son centre. Voilà, deuxième petit exemple. Une remarque qui servira pas mal dans la partie sur les lentilles. Là, on vient de parler d'angles rigoureusement nuls. Eh bien, on va beaucoup se servir dans le cas des lentilles d'angles qui sont tout petits. Alors là, c'est un des rares petits morceaux que vous n'avez pas vu en mathématiques en terminale. Je suis obligé d'insérer ici. Si vous êtes en radian, et seulement dans ce cas-là, en radian, sinus x est quasiment égal à x. Alors je dis que vous ne l'avez pas fait, ça se trouve vous l'avez fait quand même. Vous connaissez? En physique en plus? D'accord. Bon, bah super. Alors, juste pour se rappeler numériquement ce que ça veut dire, vous prenez votre calculatrice, c'est l'occasion de se mettre en radian, parce que ça sert aussi, de savoir le faire. Et on prend un angle tout petit. Voilà, on va prendre exemple sinus de 0,01 radian. Et puis vous me dites combien ça fait. Bon, à peu près, parce qu'on ne va pas peut-être prendre toutes les décimales. Alors, 0,00. Non, ça m'étonne. 9. Normalement, il y a un 9. Et après, il y a quoi? Et après? Encore? Et donc, il y a 4 9. Et ensuite, il y a un 8. OK. Et après, il y a d'autres trucs. Voilà. Voilà. Bon, après, on est bien obligé de s'arrêter, parce que votre calculatrice, elle est limitée. Il y a encore plein de chiffres derrière. Il y a probablement une infinité. Bon, donc vous voyez que ça, c'est quand même franchement très très proche de 0,01. D'accord? Donc, je mets 3 petits points, OK, mais c'est vraiment très très proche de 0,01. Voilà, donc ça montre bien ça c'est valide. D'accord, je ne savais pas que vous faisiez ça, mais très bien.
Alors, je mets en remarque aussi le cosinus dans le même ordre de grandeur. Hein. Le cosinus x, bon, il est quasiment égal à 1 dans ce cas-là. Au fait, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. C'est quand x est tout petit, hein, en radians. Si x est très inférieur à 1. Voilà, sinus x est quasiment égal à x. Cosinus x est quasiment égal à 1. Cosinus de 0, quasiment. Et tangente x, ben, il suffit de voir sinus sur cosinus, c'est quasiment égal à x aussi. Voilà. Et on se servira de temps en temps de ces approximations-là. Vous avez dit si le rayon n'est pas dirigé vers le centre Oui. de la boucle. Oui. Donc ce qui fait que Alors, il si, va être différent, par exemple. voilà, si le rayon arrivait un petit peu plus haut, comme ça, ben, l'angle d'incidence, Est-ce que c'est toujours par rapport au... alors on commence à tracer la tangente. Allez, je le fais rapidement. Hein. Pour l'instant, là j'ai pris un exemple simple. Voilà, je prends un exemple un tout petit peu plus compliqué. Ici, vous avez un rayon qui se dirige là à l'horizontale. Il arrive ici. Comment est-ce que vous faites pour trouver l'angle d'incidence? Alors, on ne va pas aller jusqu'à l'expression mathématique, mais géométriquement, qu'est-ce qu'on fait? On commence par voir où est le point d'incidence, c'est ici. Et ensuite, on va tracer le plan tangent ou, si on est à 2 dimensions, ben, la droite tangente au cercle. Comment est-ce qu'elle est cette droite? Ben, on sait qu'elle est perpendiculaire, propriété des cercles et des boules, elle est perpendiculaire au rayon. Donc si vous avez par exemple cette distance-là, cette hauteur-là, un petit peu de trigo vous permet de calculer l'angle d'incidence qui est ici. D'accord? Bon, Je crois que tous les rayons réfractés ils sont dirigés vers le centre. Ici, va vers le centre. Ici, attention, si ça c'est la normale, il y aura un rayon réfracté, voilà, qui va partir comme ça, hein, qui ne va pas passer par le centre. Bon, on verra toutes ces variantes après en exercice, c'est l'occasion de réfléchir un petit peu. Pour l'instant, je fais des remarques vraiment générales. Donc, avec ces approximations qui sont très utiles dans le cas des lentilles, eh bien, la loi de Descartes se simplifie encore beaucoup. Pourquoi? Parce que la loi de Descartes, pour ces approximations-là, elle s'écrit comment? J'ai dit n sinus i égale n' sinus r. Bon, ça, c'est la loi exacte, entre guillemets. Si maintenant je me rappelle que i est tout petit, si i est très inférieur à 1, ben, qu'est-ce qui se passe? Le sinus va être aussi très inférieur à 1. Donc sinus r va être aussi très inférieur à 1. Donc r va être aussi très inférieur à 1. Alors, r est aussi très inférieur à 1. Et donc, comment elle se simplifie cette loi? Ben, ça devient n fois sinus i, je le remplace par i. N fois i est égal à n' fois r. Bon, alors, est égal, c'est un peu gonflé, c'est une approximation qui est valable, qui est d'autant plus valable que i est petit. Donc, à peu près égal à n' r si i ou r sont petits. Hein? Donc, ça c'est vrai si i ou r sont petits. C'est ce qu'on appelle la loi de Kepler. Bon, qui est un des physiciens que vous connaissez peut-être pour l'astronomie, la loi de Kepler, T2 sur A3 égale 4 pi carré sur Gm, un truc comme ça, vous connaissez. Eh ben, il a aussi observé, hein, il est surtout connu pour ses observations, et c'est en essayant de bien comprendre comment fonctionnent les lunettes astronomiques qu'il a utilisé cette loi, qu'il a découvert. Voilà, alors pas inférieur, très inférieur à 1, c'est-à-dire très petit. Ça veut dire très petit devant 1. Voilà. Bon, alors, il y a un cas particulier que j'ai fait exprès d'éviter pour l'instant, je rentre dedans maintenant. C'est le cas qu'on appelle le cas de réflexion totale. Bon, alors c'est encore une remarque, disons, hein, mais une remarque importante. Remarque, si j'ai un rayon, par exemple, qui passe de l'eau, voilà, j'ai de l'eau ici, en dessous, au n égale 1,33 environ. Le rayon, il vient du dessous et il arrive dans l'air. Bon, l'air, on va toujours admettre que c'est n égale 1, vous le retenez. Alors, voilà, ce rayon, il arrive
avec une certaine inclinaison par rapport à la surface. Voilà. Alors je dessine comme d'habitude, je vais dessiner la normale. Je ne sais pas si vous voyez bien le rouge. Hop. Voilà, ça va être la normale au dioptre. Donc le dioptre, c'est ça, c'est la surface de séparation entre l'eau et l'air. Donc c'est la surface de l'eau. Hein. C'est pour ça que je l'ai faite horizontale. Et je vous donne un angle d'incidence, I, qui vaut 60 degrés. Si I égale 60 degrés, qu'est-ce qu'on trouve pour R? Donc allez-y, prenez votre calculatrice, vérifiez. Bon, il suffit d'écrire, hein, comme tout à l'heure, l'équation 1,33 fois sinus I, c'est-à-dire sinus de 60 degrés, doit être égal à une fois, puisqu'on passe de l'eau à l'air, une fois sinus R. Alors on trouve combien pour ça? Alors, voilà, mais justement, allons-y, ça fait, on donne combien là pour ça? 1,15. Voilà. Donc ça nous donnerait sinus R égale 1,15. Voilà. Alors, il n'y a même pas besoin d'essayer de trouver arc sinus de ça, puisque vous savez que le sinus est compris forcément entre moins 1 et 1. Bon, la loi de Descartes ne fonctionne pas sur ce cas-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Ça veut dire qu'il n'y a pas de rayon réfracté. Je vous rappelle qu'il y a toujours un rayon réfléchi. Mais dans certains cas, si l'angle d'incidence est trop grand, toute l'énergie est renvoyée dans le rayon réfléchi. Rien ne sort dans l'air. C'est pour ça qu'on appelle ça une réflexion totale. Toute l'énergie est renvoyée dans le milieu d'origine. Voilà, bien sûr, ça dépend de l'indice. Donc à chaque indice de réfraction va correspondre un angle limite à partir duquel on ne peut plus avoir de réfraction. Bon, ça, alors bref, on écrit que c'est impossible. Impossible, et la conclusion, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas de rayon réfracté. Pas de rayon réfracté. Et de plus, je l'écris en haut parce que là, je suis trop bas. Dans ce cas, toute l'énergie lumineuse passe ou est renvoyée dans le rayon réfléchi. Voilà, j'ai insisté là-dessus depuis le début. Il y a toujours un rayon réfléchi, même si dans les exercices, parfois, on ne s'intéresse pas à lui. Hein, on vous demande de trouver la trajectoire du rayon qui traverse dans le milieu. Bah, des fois, il n'y a rien qui traverse, tout est renvoyé dans le milieu initial. Hein, donc, tout est renvoyé, toute l'énergie est renvoyée dans le rayon réfléchi. Voilà, ici, rien. Ça veut dire que si vous êtes dans l'eau, vous avez un laser que vous inclinez un petit peu trop par rapport à la surface de l'eau, bah, personne au-dessus ne va voir votre laser. Il va repartir vers le fond. C'est ce que vous avez déjà dû voir à la piscine en fait. Vous plongez, bon, c'est pas forcément ce qu'on fait souvent à la piscine, mais enfin vous plongez un petit peu sous l'eau et vous regardez en incidence rasante un petit peu loin sous la surface de l'eau. Ben, vous allez voir que si vous regardez suffisamment loin, les rayons vont être donc suffisamment inclinés, l'eau se comporte comme un miroir. Si vous regardez juste au-dessus de vous, c'est sûr, vous allez voir le ciel ou des gens. Bon. Si vous regardez assez loin sous la surface de l'eau, vous ne voyez pas ce qui se passe au-dessus, vous voyez comme un miroir. C'est exactement ce qui se passe là. C'est la réflexion totale. Donc on appelle ça, ce cas-là, on appelle ça un cas de réflexion totale. Est-ce que ça va? Alors, on peut d'ailleurs préciser un petit peu. Mettons que je m'intéresse à ce cas-là. Je voudrais savoir, tenez, je vous laisse un petit peu chercher, à partir de quand se pose ce problème? Est-ce que vous pourriez arriver avec votre calculatrice à me dire, ben, jusqu'à tel angle, ça va marcher. Après, au-delà de cet angle-là, si l'angle d'incidence est plus grand que telle valeur, ah ben c'est sûr, j'aurai ce problème-là.
Alors, en plein milieu. Ah, vous êtes dans l'eau, vous envoyez, comme je montre ici, avec un rayon laser, hein, vous envoyez votre laser vers le haut, mais avec un certain angle d'incidence. Bon, ben à partir d'un certain angle, plus rien ne peut sortir. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer cette valeur limite de l'angle d'incidence? Alors, ce que vous voyez sur la formule de Descartes, n sinus i égale n' sinus r. Alors, je vous rappelle que au moins sur l'intervalle 0 pi sur 2, c'est-à-dire 0, 90 degrés, le sinus, c'est une fonction croissante. Autrement dit, quand i augmente, alors r augmente. Et vous voyez bien géométriquement que toutes ces formules n'ont d'intérêt, n'ont de sens physique que si i est compris entre 0 et 90 degrés. Donc tout va bien. Ça veut dire que c'est bien à partir d'un certain angle i que je vais rencontrer un problème. Pourquoi? Parce que quelle est la valeur la plus grande possible pour cet angle R? Regardez, l'angle de réfraction, c'est quoi? C'est l'angle que fait le rayon émergent, s'il existe, avec la normale. Bah, quel est l'angle le plus grand qu'il peut faire? 90 degrés, parce que sinon, ça voudrait dire que on a quelque chose qui re-rentre quand même dans l'eau. Non, on parle d'un rayon réfracté, c'est-à-dire d'un rayon qui sort. Donc l'angle R plus grand possible, c'est 90 degrés. C'est ça qui va fournir la limite. Donc ici, angle R limite, angle R maxi, c'est, bon, je vais le noter R max, égale 90 degrés. C'est à partir de là qu'on a un problème. On ne va pas pouvoir augmenter I, parce que si on augmente I, ça voudrait dire que R grandit encore à partir de 90 degrés, ce qui n'a aucun sens. Bref, que se passe-t-il dans ce cas-là? Ben, on regarde sinus R, sinus de 90 degrés, or sinus de 90 degrés, c'est 1, comme vous devez le savoir. Bon, ben, il n'y a plus qu'à revenir à l'écriture initiale. Donc, l'angle limite que je cherche, que je vais appeler I max. Donc, il est tel que n fois sinus de I max est égal à n' fois 1. Autrement dit, cet angle maximum, sinus de I max, est égal à n' sur n. Bon, application numérique ici. Application numérique dans le cas où je passe de l'eau à l'air. Sinus de I max est égal à n', c'est 1, et en dessous 1,33. Voilà, donc il fallait prendre l'inverse de 1,33 et prendre son arc sinus. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait, ça? Bon, alors allez-y. Bah, mettez-moi deux chiffres. 48, 75. Allez, on va dire à peu près 49 degrés. Voilà. On arrive quasiment à 49 degrés, hein, 48, 49 degrés. Allez, je vais mettre peut-être 48 parce que si vous prenez votre calculatrice, vous pouvez vérifier qu'avec 48 degrés, ça marche. On va trouver un angle R très très proche de 90 degrés. À 49 degrés, c'est plus possible. Voilà, c'est l'angle limite. Si je grandis trop cet angle-là, à partir d'un certain moment, il n'y a plus de rayon réfracté. D'ailleurs, on vient de voir, pour 60 degrés, il n'y a pas de rayon réfracté. Oui? Alors, c'est les deux. J'ai commencé par dire quel est l'angle R le plus grand possible, 90 degrés, ça c'est géométriquement. Mais du coup, quel est l'angle I le plus grand possible? C'est donné par cette équation-là. Cet angle le plus grand possible, l'angle d'incidence le plus grand possible, qui permet à la limite d'avoir encore de la réfraction, c'est un angle tel que le rayon réfracté va ressortir quasiment suivant la surface de l'eau. Il va ressortir juste au-dessus de la surface de l'eau. Si je grandis encore un peu I, sinus R devrait être supérieur à 1. Donc il n'y a pas de rayon réfracté dans ce cas-là. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Alors c'est utilisé en fait assez couramment. Aujourd'hui par exemple, vous avez, pour faire un petit peu actuel, hein,
vous avez des communications par Internet qui se font essentiellement par fibre optique. Alors même si vous n'en avez pas jusque chez vous, dans votre appartement, ça arrive au pied de votre immeuble ou ça arrive sur un nœud de réseau, pas loin de chez vous. Tout est par fibre optique, sauf éventuellement à l'arrivée chez vous. Hein. Et bien, comment ça marche les fibres optiques? L'idée de base, fibre optique, donc application. Une fibre optique, c'est quoi? C'est un tube de verre, plus ou moins cylindrique. Voilà. Là, vous avez du verre sur quelques kilomètres de longueur. Hein, et puis typiquement, les épaisseurs, c'est de l'ordre du dixième de millimètre, voire moins. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces tubes de verre? Vous avez des rayons qui arrivent avec une certaine inclinaison. Vous êtes au départ dans un indice proche de 1,5 et à l'extérieur, vous avez, pour simplifier, l'air, indice 1. Bon, en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En général, il y a une gaine posée par-dessus. Je simplifie. Bon, qu'est-ce qui se passe? Si ce rayon est suffisamment incliné, c'est-à-dire si l'angle d'incidence que je vais représenter ici, vous voyez, l'angle d'incidence, c'est quoi? C'est ça. Si cet angle I est suffisamment grand, eh bien, il n'y a aucune chance d'avoir un rayon réfracté. Donc, toute l'énergie lumineuse va repartir dans le rayon réfléchi. Voilà, alors vous voyez que si la fibre elle est bien droite, ce que je vois ici, ça va se reproduire à l'identique ici. Hein? Et là, aussi longtemps qu'on veut, il va y avoir des rebonds successifs de ce rayon à l'intérieur de la fibre. Voilà l'idée de base. Bon, alors au passage, c'est quand même une simplification parce que là, j'ai enlevé la gaine. C'est une simplification aussi parce qu'inévitablement, il y a des pertes en ligne, des pertes pour différentes raisons. Le verre, le matériau lui-même, en dehors des pertes par réfraction éventuelle, le matériau lui-même est un petit peu absorbant. Ce qui fait que sur des fibres comme ça, au maximum, on fait quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, et puis après, il faut des amplificateurs optiques, des répétiteurs. Mais sachez par exemple qu'il y a des fibres optiques qui traversent tout l'océan Atlantique. Vous téléphonez aux États-Unis. Aujourd'hui, tout ça, ça passe par fibre optique. C'est-à-dire que votre signal sonore est converti en signal électrique, puis il est converti en signal lumineux qui traverse l'océan, et puis processus inverse de l'autre côté. Il y a une question. Alors la gaine, c'est un cylindre de verre qui recouvre le cœur de la fibre. Ça, c'est ce que je vous ai dessiné. En fait, c'est le centre de la fibre. C'est le cœur de la fibre. Et les réflexions locales, elles se font au sein de la gaine? Voilà. Elles se font. Il y a des réflexions totales qui vont se faire à l'interface entre le cœur et la gaine. Voilà. Je ne vais pas détailler ça. Alors, ça a différentes utilités, mais une des utilités, c'est peut-être un petit peu long à expliquer maintenant, mais l'une des utilités, c'est que si les rayons qui arrivent ici ne sont pas tous inclinés de la même façon, alors ne copiez pas ce que je vais écrire maintenant, c'est juste là, je réponds à la question. Mettons que vous avez un autre rayon, mais qui arrive lui comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des rebonds comme ça. Quel est le problème qui peut se poser? Vous avez une impulsion lumineuse en entrée, pof, avec plein de rayons qui vont rebondir sur les parois, mais il y en a qui vont rebondir beaucoup comme ça, et puis il y en a qui vont rebondir beaucoup moins souvent. Eh bien, ils ne vont pas parcourir le même trajet, ces deux rayons. Exactement, parce qu'en sortie, vous allez, pour une impulsion 1 ou 0, vous n'allez pas obtenir une impulsion bien nette, vous allez avoir un certain retard du signal que j'ai représenté en bleu sur le signal qui est en rouge. Autrement dit, il faut arriver à interdire ce genre d'écart important. Voilà. Donc pour l'interdire, on met une gaine. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, aujourd'hui, les fibres qui fonctionnent le mieux, ce sont des fibres qui sont tellement étroites que tout ça devient un peu faux. Ça existe encore, ça. C'est utile, notamment en fin de ligne. Mais pour traverser l'océan, ce n'est pas du tout ça ce qui se passe. Si on fait une fibre tellement étroite qu'on est obligé de traiter le problème, non pas avec l'optique géométrique, ça ne marche plus du tout,
mais avec l'optique ondulatoire. Donc on rentre dans les équations de l'électromagnétisme, hein, les équations de Maxwell. Il n'y a que les équations de Maxwell qui permettent de traiter vraiment le problème. Donc deuxième année, voilà. Si vous aimez ça, vous allez vous régaler là-dessus en deuxième année ou en école de télécom. Bon, plus lointain, plus ancien, par exemple quand vous avez des jumelles, en général, vous avez remarqué l'écartement des jumelles est plus important que l'écartement de vos yeux. Donc il faut rabattre les rayons vers vos yeux, vers l'écartement de vos yeux. Hein. Donc ça sert à garder l'impression de relief. Mais pour les rabattre, il n'y a rien de tel que des prismes. Alors, allez, je le mets rapidement. Jumelles. Qu'est-ce qu'on fait dans des jumelles? On va renvoyer la lumière. Alors, je vais le dessiner juste avec un petit triangle comme ça. Vous avez un rayon lumineux qui arrive comme ça. Ça, c'est du vert. Le rayon, il traverse tout droit. Et ici, on se débrouille pour qu'il y ait une réflexion totale. Pof, le rayon repart comme ça. Donc, vous voyez, du vert, de l'air. Dans les jumelles, vous avez une association de prismes qui ressemble à ça. Et ça fonctionne comme un miroir, finalement. Alors, quel est l'avantage de ça par rapport à un miroir? En général, l'avantage, c'est un avantage mécanique. Les miroirs, c'est difficile de les associer deux par deux, de telle sorte qu'ils restent bien parallèles. Si vous avez des blocs de verre, eux, ils vont bien rester parallèles. Hein, donc, ça a l'avantage des miroirs. Et en plus, ça a une solidité bien plus importante. Voilà. Si vous faites de l'escalade, vous avez peut-être déjà vu des gens qui assurent des personnes qui sont en train de grimper au-dessus, voire derrière eux, comme ça, et qui assurent tout droit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont sur les yeux? Ils ont des prismes, hein, ils ont des lunettes, ça ressemble à des lunettes. Et en réalité, ils ont des prismes qui leur permettent, par réflexion totale, d'observer les gens qui sont au-dessus d'eux, hein, ce qui évite d'avoir toujours la tête penchée en arrière. Voilà. Bon, il y a plein d'exercices qu'on peut faire, plein de variantes là-dessus. Allez, paragraphe suivant. Je suis toujours dans les lois de la réfraction. J'ai pas mis de numéro. Alors ça, bon, j'arrive jamais à m'y tenir. Donc, petit paragraphe toujours à l'intérieur de cette loi de la réfraction. Et on se dirige peu à peu vers l'optique au sens des lentilles. Hein. Les exercices sur la loi de Descartes, on va en faire en TD, puis vous en avez aussi pas mal dans les exercices corrigés que je vous ai envoyés par mail et que vous trouvez aussi sur le site internet. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec on va voir ce qu'on peut faire comme image avec un dioptre plan. Stigmatisme approché. Du dioptre plan. Alors, je vous rappelle qu'un dioptre, c'est une interface entre deux milieux transparents, homogènes, d'indices de réfraction n et n'. Donc, voilà, on passe soit de l'air à du verre, soit d'un verre à un autre verre, enfin toutes les variantes possibles. Et je voudrais savoir, par exemple, si j'ai un point lumineux objet A, je voudrais savoir comment je le vois à travers ce dioptre. Bon, pour fixer les idées, hein, si vous voulez, A, ça peut être un poisson dans un aquarium. Dans ce cas, si c'est un aquarium, hein, je mets exemple, hein, 1,33 si c'est de l'eau. Et puis, on va admettre qu'on peut négliger pour l'instant le verre qui est nécessaire quand même pour faire la bordure de l'aquarium. Et puis, j'arrive dans l'air. N', N' égale 1. Voilà. Donc, je veux savoir comment je vois ce point lumineux qui appartient à un poisson depuis l'extérieur, depuis l'air. Donc, je veux savoir si j'observe effectivement une image au sens de l'optique géométrique en regardant à travers ce dioptre. Alors, comment on va faire ça? Toujours de la même façon. On va essayer de tracer des rayons particuliers qui sont émis par le point objet.
Alors, quel est le rayon, à votre avis, le plus simple qu'on puisse tracer? C'est un rayon qui part forcément de l'objet, oui, et voilà, qui arrive suivant la normale. Donc, il arrive perpendiculairement à ce dioptre, cette interface de séparation, OR. Alors, on a déjà vu, s'il arrive suivant la normale, ça veut dire que l'angle d'incidence vaut 0, ça veut dire que l'angle de réfraction vaut 0, ça veut dire qu'il continue tout droit. Donc lui, il n'y a pas de question à se poser, ça continue tout droit. Bon, bien sûr, là où ça se corse un petit peu, c'est si je veux avoir quand même, si je veux savoir ce que je vois depuis ce point-là, il ne suffit pas de tracer une droite. Ça me dit quoi? Ça me dit que si mon œil est placé quelque part par là, j'ai un gros œil, hein, hop, comme ça. Voilà, parce qu'il faut se rappeler que tous les schémas en général en optique géométrique sont dilatés, hein, verticalement. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit juste que si j'observe ce poisson comme ça, je vais l'observer dans cette direction-là. Mais ça ne me dit pas où je vais le voir. Ça ne me dit pas si je vais le voir ici, ou plutôt un peu en avant, ou plutôt plus loin. Donc il faut absolument que je trace un deuxième rayon. Bon, alors j'y vais. Deuxième rayon, je vais le tracer en... Allez, j'ai du jaune sous la main. Je prends un rayon comme ça. Voilà. La question, c'est comment est-ce qu'il va ressortir ce rayon? Alors ça dépend des indices de réfraction, effectivement. Hein. Forcément, il va falloir rentrer dans un calcul. Bon, avant de faire le calcul, il faut faire une jolie figure qui me permette de mettre en équation le problème. Alors, on va le faire étape par étape. Hein. Donc, effectivement, mes bonnes remarques qualitatives, pour déjà faire le dessin. Ici, on peut représenter le point d'incidence. Je vais l'appeler I. Et ce que je viens d'entendre et qui est tout à fait correct, c'est que si on trace la normale, bien sûr parallèle à la première, vous avez retenu que le rayon va s'écarter de la normale. Donc déjà, si je veux le tracer qualitativement, hein, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, ça va s'écarter de la normale. Bon, alors, mon œil, qu'est-ce qu'il en tire comme information? Hein, je vous rappelle que j'ai exagéré tous ces angles-là. Hein. Il s'agit en fait d'angles qui sont tous tout petits. Donc mon œil, il arrive à capter, hein, imaginez qu'il arrive à capturer à la fois ce rayon-là et ce rayon-là. Il va en conclure qu'il y a quelque chose qui émet des rayons lumineux vers lui, et ce quelque chose, il va sembler le voir à l'intersection des deux rayons émergents. Autrement dit, si je prolonge ce rayon émergent jusqu'à en faire l'intersection ici, eh bien mon œil qui se situe à droite, là dans l'air, où est-ce qu'il voit le poisson ou le point A qui fait partie du poisson? Il le voit là, à l'intersection de ces deux rayons émergents. Il a l'impression que le poisson est là. Bon, donc déjà, sans faire de calcul, on vient de comprendre que le poisson, on le voit plus près qu'il ne l'est en réalité. Bon, ça, on va l'appeler A'. Ça ressemble un petit peu à la démonstration que j'ai faite pour le miroir, mais j'ai un petit peu compliqué déjà. Puis juste après, je vais compliquer encore, parce que je vais passer à un dioptre sphérique. Alors, pour pouvoir mettre tout ça en équation, il faut mettre des noms, il faut mettre des lettres là où il n'y en a pas. Par exemple, ce point-là, projeté orthogonal du point objet, sur le dioptre, je vais l'appeler H. L'angle d'incidence ici, je vais le noter I. Vous remarquez que c'est le même que là. L'angle de réfraction, il est ici. Je vais le noter R, bien sûr. Vous remarquez que c'est le même que celui-là. Bon, avec ça, je vais pouvoir essayer d'écrire une équation qui me donne la position de A'. On sait déjà qu'il est aligné avec H et A. Je voudrais avoir la position de A', c'est-à-dire par exemple la distance HA', en fonction de la position de A. Alors, essayez de voir ce que vous pourriez écrire, vous, à partir de ça, géométriquement,
Allez, je vous laisse 30 secondes déjà juste pour voir si vous voyez comment commencer. Hein. Allez, je vous donne un petit peu de tangente. I, c'est quoi? C'est AI sur H? Voilà. HI ou IH hein, sur H. Bon, voilà. On peut faire la même chose avec R. Évidemment, dans ce cas-là, tangente R. Bon, maintenant, je voudrais combiner tout ça pour relier I et R. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais essayer de me débarrasser de HI. Donc, tangente R, c'est la même que tangente A'. Tangente l'angle formé par A'. L'angle R, vous êtes d'accord que c'est le même que celui-là hein? Donc, la tangente de R, c'est cette longueur divisée par cette longueur. Donc on pourra pour cela avoir la distance A'. Voilà, hein, c'est pour ça que je suis sûr que j'aurai quelque part A'H. Voilà, alors je vais me débarrasser de HI. Oui? Oui, mais c'est vrai, mais d'accord, ça marche. Mais plus direct que ça, je vais me débarrasser de HI. Je vois que j'ai HI au-dessus, HI en dessous. Qu'est-ce que je fais? Ben, je divise l'un par l'autre. Je prends l'équation du dessus, je la divise par l'équation d'en dessous. Hein. Donc, avec ça, ça nous fait tangente I sur tangente R est égal à A'H sur H. Voilà. Donc, ça y est, j'ai A'H en fonction de H. Alors, c'est déjà vrai, hein, mais ce n'est pas facile parce que j'ai quand même tangente I, tangente R. Or, moi, ce que je connais avec la loi de Descartes, ce n'est pas des histoires de tangente, c'est des histoires de sinus. Alors, j'essaie de me raccrocher au sinus. Du coup, bon, bah, je suis obligé de décomposer. Tangente, en fait, c'est sinus sur cosinus. Alors, j'y vais. Ça fait A'H sur AH est égal à bon, bah, sinus I sur cosinus I fois cosinus R sur sinus R. Si j'écris la loi de Descartes à côté, pour me rappeler ce que ça fait, n sinus I égale n' sinus R. Bon, ben, moi ce que je veux, c'est sinus I sur sinus R. Sinus I sur sinus R est égal à n' sur n. Donc ça y est, je peux remplacer ça là-dedans. Donc, mon rapport A'H sur AH, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut, ben, bon, allez, on va mettre déjà celui-là, sinus I sur sinus R, c'est n' sur n, mais il reste quand même cosinus R sur cosinus I. Ça va jusque-là? Alors, ça va un petit peu vite peut-être, parce que vous n'avez pas trop d'entraînement pour les petits calculs comme ça. Ça va venir. De toute façon, vous pourrez le revoir tranquillement chez vous. Et puis, en plus, vous aurez normalement la vidéo après. Alors, déjà, première remarque. Si on parle d'angles qui sont pas trop grands, on va pouvoir faire une bonne simplification intéressante. Mais pour l'instant, dans le cas général, il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire ça. Ici, j'ai une fonction relativement compliquée, la cosinus R sur cosinus I. Cette fonction, ben, elle dépend de l'angle I. Je n'aurai pas le même résultat pour A'H en fonction de l'angle I. Tenez, je l'écris explicitement comme ça. A'H, c'est donc égal à AH fois n' sur n fois un truc qui peut apparaître horriblement compliqué, cosinus R sur cosinus I. Ça varie, ça dépend de I. Cosinus R sur cosinus I n'a aucune raison d'être constant. Et effectivement, ce n'est pas constant. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je trace un rayon, au lieu de ce rayon jaune, si j'avais tracé un rayon encore plus écarté de la normale, je n'aurais pas le même rapport cosinus R sur cosinus I, donc je n'aurais pas trouvé le même point A'. Autrement dit, ici, si j'avais tracé un rayon plus écarté, j'aurais trouvé un A', ben, peut-être derrière, peut-être devant, il faudrait faire l'étude mathématique, mais je n'aurais pas trouvé exactement la même position de l'image A'.
Alors, on peut se dire, bah, là, il y a un problème. Je n'ai pas d'image dans ce cas-là. Hein? Si la position de ce que je vois à travers l'aquarium dépend du rayon qui est utilisé, ben, on va avoir quelque chose de flou. Hein? Donc, il faut déjà se rendre compte de ça. Maintenant, on va se placer dans une situation qui sera très courante dans toute la suite. On va considérer des angles qui sont petits. Là, on va voir qu'on est sauvé. Si on a des angles qui sont assez petits, ça, c'est relativement simple. Alors, pourquoi c'est simple? On va essayer de le voir pendant que je suis en train d'effacer. Qu'est-ce qui se passe si I est très petit? R est très petit. Et donc, cosinus I et cosinus R sont quasiment égaux à 1. Et donc là, ça dépend quasiment plus de l'angle I. Donc voilà, on va déjà remarquer ça. Si I est très petit, donc mathématiquement, I est très inférieur à 1. À chaque fois qu'on écrit ça, c'est en radian. Hein. Ce genre d'écriture n'a d'intérêt qu'en radian. Si I est très petit, alors R est aussi très petit, et cosinus I est quasiment égal à 1. Cosinus R est quasiment égal à 1. Donc j'aurai A'H quasiment égal à AH facteur de N' sur N. Bon, on peut l'écrire de manière un petit peu plus symétrique. On peut écrire ça où je vais écrire HA', c'est la même longueur, sur N' est égal à HA sur N. Voilà une jolie formule symétrique. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin déjà dans ce cas-là. En restant dans ce cadre-là, des petits angles, on peut passer même aux valeurs algébriques. Alors ça, moi je vous conseille de faire comme je viens de le faire maintenant. Vous commencez par raisonner sur une figure juste avec les distances. Et à la fin, vous essayez d'avoir une véritable relation de conjugaison, c'est-à-dire une relation algébrique, qui permet d'avoir vraiment une position. Alors, relation algébrique, ben, une fois que j'ai ma relation avec les distances, je regarde la figure et je regarde ce qui est positif ou négatif. Alors, HA', si je l'écris comme ça, HA', c'est quoi par rapport à la distance HA'? Est-ce que HA' est égal à... Est-ce que la valeur algébrique est égale à la distance ici? C'est l'opposé. Puisque je vous rappelle, le sens conventionnel positif, c'est vers la droite, hein, en optique, toujours. Donc, HA', c'est moins la distance HA'. HA, c'est pareil, c'est moins la distance HA. Bon, donc il y a une inversion de signe de part et d'autre. Autrement dit, là, pour passer aux grandeurs algébriques, qu'est-ce que je fais? Je regarde quels sont les signes sur la figure que j'ai faite et je passe des distances aux valeurs algébriques. Bon, comme j'ai le même signe moins de part et d'autre, je l'enlève tout de suite et du coup, j'ai le droit d'écrire HA' sur N' est égal à HA sur N. En réalité, quand vous avez cette relation entre distances, vous avez un moins de chaque côté. Voilà. Ici, ce moins-là, comme il est de chaque côté, ben, vous pouvez le supprimer juste après en multipliant par moins 1. Voilà une relation. Bon, je l'ai écrite d'une façon un petit peu systématique, symétrique, qui ressemble à ce qu'on aura sur les lentilles. Ça, c'est une relation dite de conjugaison entre le point objet A et le point image A'. Et on voit qu'elle n'est valable que dans certaines conditions, dont il faut se rappeler, les conditions, c'est des petits angles. Donc, relation de conjugaison, ça s'appelle la relation de conjugaison du dioptre plan. Et ça n'est valable que pour les petits angles. Voilà. Oui?
moi, pour avoir une relation de conjugaison complète, je dois savoir quelle est la position de A et de A', non seulement en distance par rapport au dioptre, mais je veux savoir si c'est à gauche ou à droite. Donc, ça, c'est vrai, mais ça ne me dit pas si A et A' sont à gauche ou à droite. Par exemple, si j'ai A à gauche, qu'est-ce qui me dit que A' est à droite ou à gauche du dioptre? Donc, c'est pour ça que c'est incomplet. Donc, pour avoir une véritable relation de conjugaison, il faut à la fin passer aux valeurs algébriques. Voilà. Donc ça, c'est tout le temps valable, quelle que soit la situation, pourvu que les angles soient petits. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, quoi. Pourquoi on aurait des petits angles? Alors, il faut se rappeler qu'on fait de l'optique. L'optique, c'est un intérêt parce qu'on a un œil. Et notre œil, ben, il n'est pas gros, hein, il n'est pas grand comme ça. Pour que des rayons rentrent dans notre œil, c'est-à-dire pour qu'on les voit, il faut qu'ils rentrent à travers notre pupille, le petit rond noir qui est au centre. Il fait quelques millimètres. Quand vous êtes jeune, il peut faire au maximum 6 ou 7 millimètres, hein, et encore dans l'obscurité. Si vous êtes un peu plus vieux, il va faire 4 millimètres au maximum. Bref, c'est tout petit. Alors, si vous êtes déjà à 1 mètre d'un objet, imaginez, hein, je ne vais pas vous faire le calcul maintenant, mais l'angle que font les rayons provenant de l'objet et arrivant sur votre pupille, l'angle que font ces rayons entre eux, au maximum, c'est un angle extrêmement faible. Hein. Je vous dessine juste le principe de ce que je suis en train de raconter. Voilà votre œil. Et au milieu, vous avez un trou noir qui est l'entrée des rayons. Si vous avez un objet qui est à 1 mètre, ici, eh bien, entre le rayon qui va passer par le bord inférieur et le rayon qui va passer par le bord supérieur de votre pupille, sachant que là, vous avez à peu près 3-4 mm, que là, vous avez 1 mètre, cet angle-là, il est extrêmement petit. Donc, les approximations que je viens de décrire au tableau, I très petit devant 1, elles sont largement vérifiées en pratique. Donc, ce qui fait l'intérêt de ces formules, c'est que ces approximations, elles servent en optique géométrique, elles sont largement bonnes, ces approximations. Voilà, donc on a une première relation de conjugaison valable pour des rayons pas trop inclinés par rapport à la normale. Là, on dit qu'on a bien trouvé la position de l'image A' quand on a la position de l'objet A, si l'angle n'est pas trop grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces angles I, ces angles d'incidence ne sont pas trop grands, c'est-à-dire si les rayons ne sont pas trop inclinés, eh bien A' va à chaque fois être à un endroit différent en fonction du rayon qu'on a utilisé, mais la position de A' ne va pas beaucoup bouger. Ça va faire une petite tache, mais toute petite, suffisamment petite pour qu'on ait l'impression d'observer effectivement une image. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stigmatisme approché. Donc c'est une relation, ça c'est une relation, j'ai mis un égal, mais c'est un petit peu gonflé, c'est une relation approchée. Et je vais peut-être quand même le rajouter ici. Ça, c'est une relation approximative. Et donc, on est dans une situation de stigmatisme approché. Voilà. Alors, on va passer peu à peu aux lentilles. On va revenir vers ce que vous connaissez. Je voudrais faire le lien entre les lois de base de l'optique, à savoir la loi de Descartes, et ce qui se passe dans les lentilles. Une lentille, c'est quoi? En pratique, c'est composé de verre compris entre deux portions de sphère. Ces portions de sphère, elles représentent l'interface entre de l'air et du verre. Donc, il s'agit encore de dioptres, mais des dioptres qui sont sphériques. Alors, pourquoi on les fait sphériques? Tout simplement parce que c'est très facile à fabriquer. Quelque chose de sphérique, on le fabrique assez rapidement. Donc, on va étudier rapidement, on ne va pas trop s'étendre dessus, on va étudier le dioptre sphérique, et en combinant deux dioptres sphériques, on obtient une lentille. Donc, on va pouvoir démontrer comment on passe de la loi de Descartes aux relations de conjugaison sur les lentilles. Donc, si je ne me trompe pas, ce serait le 4. Vous vérifiez, parce que je me perds des fois dans les numéros. Paragraphe 4.
du dioptre sphérique à la lentille. Voilà. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Ben, première étape, on étudie le dioptre sphérique. Alors, on arrive là dans un morceau qui est suffisamment compliqué pour que, à mon avis, le plus profitable soit que vous laissiez tomber complètement votre écriture du cours. Alors ça dépend, il y en a qui aiment bien quand même écrire. Mais à la limite, vous avez tout ce que je vais dire là, vous l'avez aussi sur le polycopier. Je préférerais à la limite, puisqu'on n'a que 10 petites minutes, que vous ayez toute votre attention sur ce que je vais écrire, et après vous avez le détail dans le polycopier. Donc, je reprends le schéma qui est fait dans le polycopier. Et bon, je vous explique un petit peu le principe du calcul. Vous avez un milieu transparent d'indice de réfraction n à gauche, n' à droite. La séparation entre les deux, elle est supposée sphérique. C'est une portion de sphère. Donc, par exemple, vous pouvez avoir de l'air ici, du verre là, et vous avez une frontière qui est sphérique. Si c'est sphérique, ça veut dire qu'il y a un centre. Bon, allez, je le mets à peu près là, le centre. C'est le centre de la calotte sphérique, la portion de sphère qui sépare les deux domaines. Alors, j'ai représenté sur le polycopier un point objet A, et on se demande, comme on vient de le faire pour le miroir plan, quelle est l'image de ce point A quand on le regarde depuis la droite. Qu'est-ce qu'on voit? On va voir le point A, mais pas vraiment lui, on va voir son image. On va avoir l'impression que le point A est situé ailleurs. On va essayer de trouver cette position, de la même façon que tout à l'heure. Alors pareil, premier rayon le plus simple à faire, le plus simple qu'on peut traiter, c'est le rayon qui est émis par le point A et qui se dirige à la normale, c'est-à-dire en passant par le centre, on ne voit rien là, donc en passant par le centre de ce dioptre sphérique. Donc là, l'angle d'incidence vaut 0, l'angle de réfraction vaut 0, donc ce rayon il continue tout droit. Donc ça veut dire que si j'ai mon œil ici, je sais déjà que je vais observer l'image sur cette droite. Ça, c'est en fait un axe de symétrie de révolution du système, ce qu'on appelle l'axe optique, en optique géométrique. Alors bien sûr, un rayon, ça ne suffit pas, comme tout à l'heure. Donc je dessine un autre rayon émis par l'objet. Voilà, un rayon qui vient frapper le dioptre sphérique ici. Alors j'ai dû l'appeler I, certainement, voilà, ce rayon. Et je vais tracer maintenant l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Je vous rappelle que l'angle d'incidence est défini par le rayon incident et la normale. Ici, c'est une portion de sphère de centre C. Donc la normale, forcément, il faudrait que j'ai une règle, la normale, elle est orientée comme ça, vers C. Et je poursuis comme ça, j'ai de la chance si c'est droit, mon rayon. Bon, ici, il va y avoir une déviation du rayon, puisque le rayon est réfracté. Donc, je vais introduire l'angle R de réfraction, je vais toujours le dessiner en bleu, ici, voilà. Donc, allez, je fais comme ça. Mettons que le rayon repart comme ça, dans cette direction-là. Dans ce cas, l'angle de réfraction, c'est l'angle que fait le rayon réfracté avec la normale, je le note petit r. L'angle d'incidence, c'est celui-là, petit i. Le point qui est ici, qui est intersection de l'axe optique avec le dioptre, en général, on l'appelle le sommet. Alors, est-ce que je l'ai mis S? Oui, voilà. C'est le sommet. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai mis comme point. J'ai mis, voilà, je ne l'ai pas encore expliqué, je l'explique maintenant. Où est-ce qu'on voit, finalement, dans cette situation-là, où est-ce que l'œil situé à droite voit l'image du point A? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'œil, s'il est situé à droite, il voit l'objet à l'intersection de deux rayons émergents. Regardez, cet œil, il voit un rayon qui vient comme ça vers lui, un autre rayon qui vient comme ça vers lui, donc il a l'impression que l'objet est ici. Ce que voit l'œil à travers le système optique, qui est ici le dioptre sphérique, c'est ce qu'on appelle l'image en optique.
Donc, c'est la position de l'image. Voilà, il s'agit de calculer la position du point A', connaissant la position du point A. Tout est là. Et ce qui va nous servir, forcément, c'est la loi de Descartes. Donc, il faut réussir à appliquer la loi de Descartes dans cette situation-là. Alors, pour ça, j'ai dû introduire ici un angle que j'ai noté oméga. À partir de cet angle oméga, ben, vous voyez ici, cet angle-là, c'est forcément le complémentaire. Pi. Donc, c'est pi moins oméga. Bon, après, il nous reste à calculer cet angle-là. Si je veux le calculer, cet angle-là, qu'est-ce que je dis? Je vais dire que cet angle, je vais l'appeler x. X plus pi moins oméga plus i, ça doit faire, en radians, ça fait pi. Pi radian pour un triangle, hein, 180 degrés. Bon, je simplifie par pi. Et il me reste x est égal à i oméga moins i. Voilà, donc c'est ici j'ai oméga moins i. Voilà, est-ce que c'est tout ce qu'il me faut? Celui-là, je voudrais savoir combien il vaut. Alors, pour savoir combien il vaut, ben, je peux dire déjà que cet angle-là, là j'ai, je vais prendre celui-là. Voilà. Ici, j'ai R. Là, j'ai 180 degrés jusqu'ici, donc ça, c'est pi moins R. Bon, j'ai un triangle CIA' avec oméga, pi moins R, et cet angle que je cherche à calculer. Alors, voilà, je peux l'appeler Y, cet angle-là. S'il s'appelle Y, qu'est-ce que j'ai? J'ai Y plus pi moins R plus oméga qui doit valoir pi. Je simplifie et j'obtiens Y est égal à R moins oméga. Donc, ici, c'est R moins oméga. Voilà, première étape, je viens déjà de justifier la figure qui est dans le polycopier avec les angles qui sont écrits dessus. Maintenant, il me reste à trouver le lien mathématique entre les distances qui m'intéressent, SA et SA'. Il faut que je jette un œil quand même. Ok, alors si j'arrive à le faire en 2 minutes, là c'est sûr que vous ne suivrez pas la fin. Donc je préfère prudemment m'arrêter là, je le reprendrai à ce moment, à la prochaine fois. En ce qui concerne, juste une seconde, hein. Pour résumer, hein, déjà, ce que l'on a fait, on a révisé les lois de la réflexion, on en a déduit la formation des images sur un miroir. On a révisé la loi de la réfraction et on en a déduit, par exemple, la formation des images à travers un dioptre plan. Je suis en train de généraliser ça au dioptre sphérique parce que les lentilles sont constituées d'une succession de dioptres sphériques. Et je vais retrouver toutes les lois de l'optique géométrique que vous avez admises dans le secondaire. En attendant, la première partie du cours et des exercices qui seront au contrôle concernent purement la loi de Descartes. Donc là, il faut se rendre compte qu'il y a un bon entraînement à avoir pour résoudre ces exercices. Vous allez bien le voir en TD. Pour être prêt au TD, il faudra, d'ici quelques jours, que vous ayez travaillé sur la loi de Descartes, que vous ayez vraiment, honnêtement, réfléchi à un problème avant d'aller regarder la solution. Je vous ai envoyé déjà les solutions. Surtout, ne vous précipitez pas sur les corrections. Prenez le temps de sécher un petit peu sur les exercices. Prenez le temps de mettre les lettres, les angles, de repérer des angles égaux, des angles opposés, des angles alternaires, etc. Voilà. Donc, vous pouvez faire au moins les 2 premières pages des exercices corrigés que j'ai envoyés par Internet et que vous pouvez trouver sur Arch.